Le Conseil des ministres d'hier a pris la décision de lever la suspension des activités minières de la société Base Touliar. Une décision qui a été fortement rejetée par le député de Touliar 1 qui a affirmé que cette décision équivaut à une condamnation à mort pour Touliar. Les représentants de la société civile ont déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale leur rapport d'analyse et de critique du projet de loi de finances initiale 2025. Le social et la décentralisation du pouvoir sont au cœur de cette analyse. Dans l'actualité internationale, la Russie a mené jeudi 28 novembre une attaque d'envergure contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, la deuxième ce mois-ci, privant d'électricité plus d'1 million de personnes dans l'ouest, le sud et le centre du pays. Le député de Touliar 1 a élevé la voix et a fermement rejeté la décision prise hier lors du Conseil des ministres concernant la levée de la suspension des activités minières de la société Base Touliar. Il a affirmé que cette décision équivaut à une condamnation à mort pour Touliar et appelle les dirigeants à démissionner s'ils ne trouvent pas de solution aux problèmes du pays. 3000 hectares de profondeur de 60 mètres. Allez-vous vraiment creuser à Touliar? Creuser 3000 hectares à plusieurs mètres de profondeur? Mettez-vous à ma place. Ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir que vous pouvez imposer de telles décisions et penser que nous, les habitants de Touliar, allons rester silencieux. Vous allez donc creuser Touliar. Je m'oppose fermement à cette décision prise hier en Conseil des ministres. Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous êtes le Président que vous pouvez faire ce que bon vous semble. Dans une république, lorsque le président et son équipe ne savent pas diriger et n'apportent pas de solution au pays, ils démissionnent. Selon ce député, les dirigeants cherchent des problèmes en raison de leur mauvaise gestion et de l'absence d'une politique claire. Il estime que le problème concernant les 4 des sénateurs risque également d'atteindre à l'Assemblée nationale. Le régime est humilié, incapable de rembourser une dette d'une telle ampleur, qui pourrait mettre en péril l'entreprise si elle n'est pas réglée. Dans cette situation, il n'y a plus d'affinité, juste le business. Et nous n'accepterons pas qu'un problème similaire nous touche à l'Assemblée nationale. A été envoyé au président du Sénat et aux questeurs. Par ailleurs, le Sénat a déjà répondu à 2 reprises à cette demande, les 18 juillet 2023 et 4 octobre 2024, en proposant un remboursement échelonné, proposition qui a été rejetée par la direction d'autodiffusion. Au regard de ces dates, une question se pose. Les réponses envoyées sont-elles effectivement celles des anciens sénateurs, comme l'affirme le président du Sénat? Les représentants des organisations de la société civile ont déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le rapport d'analyse et de critique du PLFI 2025 ou projet de loi de finances initiale 2025. Pour des raisons particulières, ce document d'analyse et de critique n'a pas encore été distribué aux députés. Nous avons terminé aujourd'hui l'élaboration de notre document d'analyse, que nous avons déposé à l'Assemblée nationale afin de collaborer avec les députés pour les intérêts communs des citoyens. Cependant, à l'heure actuelle, ce document n'est pas encore entre leurs mains, car il reste encore une procédure à suivre. Selon les représentants de la société civile, plusieurs améliorations doivent être apportées à ce projet de loi. Ils ont particulièrement insisté sur l'importance de prioriser les politiques sociales et de renforcer la décentralisation. En général, l'analyse et le plaidoyer de la société civile reposent sur l'appel à prioriser les questions sociales, en particulier en ce qui concerne le projet d'autoroute, ainsi que sur la décentralisation et la valorisation des collectivités décentralisées à travers le pays.
Comme chaque année, la société civile se charge de surveiller et d'identifier les lacunes du projet de loi de finances pour l'année à venir. Les organisations de la société civile se réuniront demain pour faire une déclaration commune sur les problèmes identifiés dans le PLFI 2025. Une rencontre débat se tiendra demain à l'hôtel de ville d'Atananarivo où sont conviés les 7 candidats à la mairie, organisés par la FES, la YLTP et les agents au niveau de la commune urbaine d'Atananarivo. Une initiative visant à aborder la situation actuelle de la capitale et à en tirer les leçons. Le débat sera structuré en 3 parties. Durant la première partie, les candidats présenteront leurs programmes respectifs. Dans la deuxième partie, une thématique sélectionnée par le comité organisateur sera abordée par tous les candidats. Enfin, durant la troisième partie, il y aura une discussion directe entre les candidats, au cours de laquelle ils répondront aux questions posées par les agents et les citoyens présents dans l'assistance. Cet échange interactif, axé sur des questions-réponses en temps réel, durera environ 1h30. Rappelons que la semaine dernière, le Centre Arup Faravouich a organisé une conférence débat réunissant les candidats. Parmi les 7 candidats invités, 5 étaient présents. La candidate de l'IRMAR et le candidat du team étaient absents. Un important lot de matériel destiné à renforcer la prévention et la gestion des catastrophes naturelles a été officiellement remis hier au BNGRC, au Bureau national de gestion de risques catastrophes. Ce don, financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Produire, bénéficiera directement à 4 communes, à savoir la commune urbaine d'Atananarivo, de Bemaswanj, d'Anjannaouch et d'Anusat-Ouest. En raison de la période électorale, la distribution du matériel aux communes bénéficiaires est prévue pour le 16 décembre, à la fin du processus électoral. Toutefois, en cas de nécessité urgente, ces équipements peuvent être utilisés immédiatement. Une organisation claire doit être mise en place pour leur distribution officielle aux communes propriétaires. C'est pourquoi nous ne procéderons pas à leur distribution pour le moment, bien que ces matériels appartiennent à ces communes dès aujourd'hui. Environ 650 000 personnes seront ainsi touchées par cette initiative dans les 4 communes concernées. Les membres de l'AEMAJA sont pleinement prêts à participer au sommet de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, selon leur déclaration aujourd'hui, lors du dernier jour de la semaine économique de l'AEMAJA. Les objectifs fixés, que ce soit par les dirigeants ou les acteurs dans le privé, pour la participation à ce sommet ont été atteints. Nous avons constaté cette année que les activités proposées ont particulièrement répondu aux attentes du secteur privé, notamment lors de la 2e journée entièrement dédiée à ce secteur. Les informations fournies étaient complètes et ont permis de mieux comprendre comment renforcer les partenariats avec les entreprises japonaises. Ainsi, les différentes présentations réalisées au cours de ces 3 jours ont permis de répondre à toutes les questions relatives à une future collaboration avec le Japon. Selon le calendrier de l'AEMAJA, les membres participeront en décembre au Forum des entreprises Japon-Afrique en Côte d'Ivoire, une étape supplémentaire dans la préparation du sommet de la TICAD 9. La semaine économique de l'AEMAJA a officiellement été clôturée à Toratorio, à Nalakeli. De nombreux enfants, issus de familles vulnérables et défavorisées, vivant dans les bas quartiers, sont privés d'école en raison des difficultés financières de leurs parents. Le nombre insuffisant d'établissements scolaires dans la capitale empêche également de nombreux enfants d'accéder à l'éducation. Afin de soulager les difficultés des parents et des familles vulnérables, un centre mère-enfant a été créé à Tomadink. Ce centre a pour objectif de scolariser les enfants de ce quartier et de ses environs, tout en proposant des formations aux mères de famille.
Pour les enfants, nous assurons un soutien scolaire complet. Le centre prend en charge les frais liés à leur éducation, écolage, fourniture, droit d'inscription, ainsi qu'un déjeuner quotidien. En complément, des activités parascolaires sont organisées chaque mercredi pour élargir l'horizon des enfants. Par ailleurs, un cabinet médical est accessible une fois par semaine, offrant des consultations aux enfants et aux mères afin de répondre à leurs besoins en matière de santé. Selon les explications, le nombre d'enfants que le centre peut accueillir est pour le moment limité, mais sa capacité d'accueil est normalement de 250 enfants.